Yes, parfait. Je suis Céline Noguet, je suis vice-présidente du groupe Économie sociale et solidaire et entreprises à impact, dont le président Nicolas Katsaras est en ligne et que vous pouvez voir. Il m'a Je peux voir pour délégué. l'instant, je vais rapidement couper. Je vous remercie de votre présence et un grand merci à Céline d'avoir organisé cette session. Merci beaucoup, Céline. Merci Nicolas. C'est un plaisir pour moi. Quelques aspects très pratiques avant de passer la parole à l'animatrice de la soirée. Euh, je vais couper l'ensemble des micros dans un souci d'efficacité et de confort pour tout le monde. Donc, bien sûr, les questions sont ouvertes et vous pouvez poser un certain nombre de questions. Dans ce cas-là, si vous souhaitez intervenir, je vous invite à lever la main en cas de urgence, entre guillemets. Sinon, je vous invite de préférence à poser vos questions dans le chat. Et il me semble, Marion, si tu en es d'accord, que l'esprit était plutôt de traiter les questions à la fin, Ce sera plus simple, je pense, en effet. voilà, plutôt que s'interrompre. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et on les traitera à la fin, au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans l'esprit. Euh, je remercie. Donc, le webinaire est enregistré. Il y aura un replay vidéo sur le site de l'association et il sera disponible pour tous ceux qui le souhaitent. J'espère que vous êtes d'accord pour être enregistré. Sinon, ça va être un petit peu compliqué, mais ça va mieux en le disant. Et je remercie avant tout et je passe la main à Marion Germain, qui est membre du groupe ESS, qui est enseignante à Sciences Po, qui va se présenter un peu plus en détail. Je voulais juste souligner que ça me fait très plaisir d'avoir concrétisé cet événement, non seulement pour le sujet, que je trouve intéressant et que j'ai moi-même vécu en ayant choisi de faire toute ma carrière dans l'ESS depuis même dans le courant de mes stages et mes études à Sciences Po, mais aussi parce qu'on passe souvent des appels quand on fait nos événements à dire aux membres, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez des propositions, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Marion Gemma est venue nous voir lors du networking d'avril dernier en disant, moi j'ai peut-être une idée à vous proposer pour faire un événement du groupe. Et aujourd'hui on concrétise, donc c'est super. Ça montre bien que la vie du groupe, c'est ce que nous en faisons tous ensemble. Donc peut-être que ce soir, quelqu'un d'autre aura une idée pour un futur événement, une proposition, et bien sûr, on est complètement ravis de les entendre et de les soutenir. Je n'irai pas plus loin et je passe l'animation de la soirée à Marion. Merci à tous. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est à distance, et j'aurai plaisir à vous rencontrer en physique peut-être à un prochain événement. Merci encore à Céline, merci à Nicolas, au Club ESS et à Sciences Po Alumni pour l'organisation de cet événement qui, j'espère, sera à la hauteur de vos attentes et de vos questionnements. Donc moi, je m'appelle Marion Germa, je suis diplômée de Sciences Po depuis presque 10 ans maintenant, ça passe vite. Je suis également enseignante sur le campus de Paris pour des élèves de deuxième année. Et après plusieurs années dans le monde du salariat, j'ai monté mon cabinet de conseil en création, en gestion et en transmission de patrimoine. Et c'est ce qui m'amène ici ce soir. Ça fait toujours un petit peu bizarre de dire conseil en gestion de patrimoine. On s'attend à quelque chose d'hyper carré, d'un petit peu barbant, potentiellement pas vraiment compatible avec le monde et le milieu de l'ESS par ailleurs. Mais ce que je fais au quotidien, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir en termes d'enjeux et de questionnement, ça va en réalité bien au-delà des questions de placement, de fiscalité, d'optimisation qu'on peut avoir en tête quand on se dit conseil en gestion de patrimoine. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est la manière dont les personnes que j'accompagne construisent leur autonomie, leur trajectoire, leur capacité à se projeter, tout en étant extrêmement alignés avec leurs valeurs et avec ce qui compte pour elles. C'est aussi un des enjeux principaux qui m'anime et qui m'amène ici. La façon dont, dans certains milieux, et notamment dans celui de l'économie sociale et solidaire, la question de l'enrichissement personnel, qu'il soit hérité ou construit, reste quasiment impossible à poser sans gêne, sans malaise, sans forme de contradiction apparente. Ça vous est déjà peut-être arrivé. On pourra d'ailleurs en discuter si vous le souhaitez plus en détail. Parfois, viennent avec ça
les idées un petit peu préconçues selon lesquelles vouloir gagner de l'argent, ce serait forcément suspect, voire contraire à certaines valeurs. Moi, j'ai été élevée dans ce modèle. Et ce sont des discussions que j'ai encore aujourd'hui au sein de mon environnement, de ma famille. Vous pouvez l'imaginer, c'est pas toujours simple, mais je persévère à tenir ces discussions parce que je crois sincèrement que c'est absolument essentiel. Souvent, l'idée même de parler d'argent dans l'ESS ou dans les métiers qu'on appelle métiers vocation, mais aussi dans les métiers du care de façon générale. Alors, pas parler d'argent des projets, des structures, des subventions, là en général, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais parler de l'argent personnel, de celui qu'on gagne, qu'on épargne, qu'on projette, ça reste très souvent une forme d'angle mort. Pas nécessairement, c'est ce que j'ai pu observer, par désintérêt ou par négligence, mais plutôt par pudeur et très souvent presque par loyauté implicite à un modèle où en fait on fait passer le sens avant tout, mais parfois même avant soi. Et la question, c'est justement comment est-ce qu'on peut s'engager pleinement dans un métier qui a du sens sans sacrifier sa propre autonomie, voire sa propre sécurité financière. Est-ce que c'est une tension qui est inévitable? Est-ce que c'est une construction culturelle qu'on doit, je dirais même, interroger? Je ne crois pas qu'il y ait de réponse unique, et surtout, c'est des réponses qui sont extrêmement personnelles en fonction de chaque sensibilité, de chaque singularité. Je pense que c'est en revanche essentiel pour tout le monde d'ouvrir un espace de discussion sur ce sujet dans chaque milieu, dans chaque foyer, pour sortir d'une forme de tabou qui finalement est extrêmement réductrice. On le verra juste après pour tout le monde. L'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de vous évangéliser à une quelconque gestion de patrimoine, ni d'inciter qui que ce soit à se convertir absolument à l'investissement responsable. On en parlera également, mais voilà, j'ai pas de bâton militant sur ce sujet. Mon objectif, c'est vraiment de redonner de la légitimité à la question toute simple de comment durer dans un engagement, qui est, je pense, la question qui anime beaucoup de gens présents ce soir, si on ne pense pas aussi à ses propres ressources. C'est toujours, moi j'aime bien l'image, alors c'est pas hyper ESS, mais l'image de l'avion et du masque à oxygène, où on se dit qu'en fait, si on n'a pas le masque à oxygène sur soi, on peut pas finalement sauver les autres et protéger tout le monde. Et je pense que avant tout, l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut être égoïste et penser à soi avant les autres, mais pour durer, il faut quand même se donner les moyens de perdurer aussi. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est pas une méthode, c'est pas une doctrine, c'est davantage une forme de lecture critique, des pistes de réflexion concrètes. Penser l'argent pas comme une menace pour nos valeurs, mais vraiment comme un outil à mettre au service de notre engagement, pas comme un objectif, mais réellement comme un levier, autour d'un fil rouge, celui de l'alignement. Parce que je pense qu'on peut et qu'on doit penser l'argent autrement, pas comme un renoncement à ses convictions, mais vraiment comme un prolongement de ce qui nous anime. Je vous propose donc, pour entrer dans le vif du sujet, de suivre ce parcours, ou plutôt ce menu. Celles et ceux qui me connaissent savent mon appétence pour la gastronomie de façon générale. Donc, j'ai bien structuré les choses autour d'un menu ici en 5 temps. Comme l'a évoqué Céline, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On aura un temps dédié pour y répondre. Si vous souhaitez réagir à chaud, levez la main et Céline vous débloquera le micro pour que vous puissiez prendre la parole. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir ce temps de réflexion. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir avec nous 2 jeunes femmes qui vont nous parler de leur parcours. Donc, vous aurez également peut-être des questions pour elles. Ce sera l'occasion, encore une fois, d'y répondre à la fin. Ce que je vous propose, c'est donc de commencer par un premier chapitre sur l'argent dans l'ESS, tabou ou impensé. On verra ensemble pourquoi l'argent reste un sujet marginal dans nos structures, nos parcours, nos imaginaires et ce que nous coûte aujourd'hui réellement cette forme de silence collectif. Dans un second temps, nous aborderons les repères pour une autonomie choisie. Donc, comment poser les bases d'une stratégie personnelle, comment se protéger, anticiper, épargner, transmettre. Encore une fois, l'idée, c'est pas forcément d'entrer dans le détail absolument profond de tous ces sujets, mais en tout cas de les mettre sur la table et de vous donner des repères concrets. Ensuite, on avancera un petit peu sur l'aspect de l'émancipation en évitant la trahison. Donc, que peut vouloir dire investir avec sens? Comment faire de son patrimoine un prolongement et pas une contradiction de ses engagements? On écoutera ensuite 2 voix différentes en des personnes d'Adèle et Marie qui ont chacune une façon bien à elles de conjuguer engagement et stratégie personnelle. Et puis, on conclura sur penser une autre économie de soi pour sortir du mythe du sacrifice et redonner à l'autonomie une place dans l'écologie de l'engagement. Voilà le menu du jour. Si on commence par un constat simple, mais souvent éludé, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, le rapport à l'argent reste très souvent un point aveugle.
C'est assez étonnant quand on regarde les chiffres parce que l'ESS, vous le savez sûrement, si vous êtes à ce webinaire ce soir, ça représente 2,6 millions d'emplois en France. C'est près d'un actif sur 10 dans des formes diverses et variées, hein, de part des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des entreprises sociales. Je vous ai remis ici les chiffres qui datent de 2022 de l'Observatoire national de l'ESS. Et cette réalité qui est quand même importante, 10% des emplois, ça n'est évidemment pas rien, c'est qu'en moyenne, un salarié de l'économie sociale et solidaire perçoit un salaire annuel brut de 30 645 euros, ce qui représente presque 20% de moins que dans le secteur privé hors ESS. Là, on est à 38 000 euros. Même la fonction publique, qui n'est pourtant pas réputée pour permettre un enrichissement personnel, sauf cas exceptionnel, affiche un niveau supérieur en termes de revenus. Vous le voyez également, l'ESS n'est pas épargné concernant les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Il y en a un petit peu moins que dans le reste de l'économie, mais ça reste marginal en termes d'écart. Et la différentiel, y compris dans l'ESS, est quand même extrêmement important, 16%. Et je pense que c'est assez essentiel si on veut réfléchir à la résilience de ce secteur, de poser en fait cette réalité sur la table. À un moment, si on ne paye pas les gens, ça va être très compliqué de perdurer. Ça représente quand même, encore une fois, un nombre très important de citoyennes et de citoyens. Au-delà de ce chiffre qui est posé comme constat, moi, ce qui m'interroge le plus, et je pense que vous partagez la même interrogation, c'est le décalage profond, voire abyssal, entre l'ampleur des responsabilités, l'intensité des missions. Ça peut s'appliquer à énormément de métiers, mais dans le cadre de l'ESS, c'est très généralisé, et l'absence de réflexion structurelle sur la stabilité économique de justement celles et ceux qui portent ces engagements. C'est vraiment une forme de dissonance très forte, d'autant plus qu'on est souvent amené dans les métiers de l'ESS à maîtriser des budgets d'activité, des appels à projets, des financements extérieurs, des demandes de subventions et autres, mais parler de son propre avenir financier et individuel, ça reste périphérique, voire parfois indélicat. Et c'est cette tension entre responsabilité publique et fragilité privée et personnelle qu'il faut déconstruire à mon sens, parce qu'elle n'est pas anodine, hein, elle contribue à l'instabilité du secteur, à un turnover des talents, comme on le verra juste après, à un essoufflement aussi de certaines trajectoires. Elle n'est pas neutre socialement. Elle affecte plus durement, comme partout, hein, c'est le même mécanisme, celles et ceux qui n'ont pas d'autres ressources, à savoir notamment patrimoniales, sur lesquelles s'appuyer. Et c'est pour ça que on s'est beaucoup interrogé avec Céline sur le titre à donner justement à ce webinaire aujourd'hui. C'est hyper important pour moi de réaffirmer que cette question patrimoniale dans les parcours OSS, c'est pas une lubie bourgeoise de gens déconnectés. Au contraire, à mon sens, c'est vraiment une condition de durabilité, d'égalité et vraiment de cohérence au niveau du secteur. Ces chiffres, ils en disent long, mais finalement, ils sont que la surface un peu visible d'un malaise finalement dans le secteur qui est, à mon sens, beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. Puisque vous le savez, hein, historiquement, l'économie sociale et solidaire s'est construite en opposition aux logiques du profit, de l'extraction, de la financiarisation, de rapports de domination, sur le papier en tout cas. Elle est censée incarner, alors en théorie comme en pratique, une forme d'alternative. Mais dans cette opposition, la notion d'argent a été reléguée à deux rôles de fonction principales. L'argent comme outil pour la structure ESS, pour la structure qui emploie, qui finance et qui finalement fait vivre nos différents métiers, et un problème pour l'individu au niveau individuel. L'argent collectif est toujours nécessaire, mais l'argent personnel, lui, reste beaucoup plus ambigu. On ne dit pas explicitement ne parle pas de ton avenir financier, ne négocie pas trop ton salaire, mais le message implicite, il circule partout. Par la façon, on y reviendra également dont on valorise le sacrifice, de façon implicite ou pas, hein. Certains en sont conscients, d'autres non, mais quand on voit les chiffres en termes de salaire, il y a une vraie valorisation du sacrifice. L'absence d'outils de projection patrimoniale, c'est tout l'enjeu de notre discussion ce soir. Et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le décalage entre l'ampleur des missions et la fragilité de ceux qui les portent. Pour moi, c'est pas juste une omission, c'est vraiment une forme d'angle mort culturel qui me semble dangereux, encore une fois, parce qu'il vient amoindrir à la fois les trajectoires individuelles, mais aussi les trajectoires collectives. Ce silence autour de l'argent, qu'on retrouve beaucoup, encore une fois, notamment dans ce milieu, il façonne, à mon sens, des discours, des postures, et parfois des vraies impasses qui sont entretenues en un sens dans les pièges d'une forme de discours engagé. Quand le désintéressement devient un impensé stratégique, quand ça devient une forme de posture qui finalement efface tout le reste. Je ne fais pas ça pour l'argent,
Je pense que cette phrase, vous avez dû l'entendre pas mal de fois, vous l'avez peut-être vous-même déjà prononcée. C'est une phrase qui rassure, qui identifie, qui rassemble, qui affirme aussi une forme de posture, mais qui, pour moi, contient une vraie faiblesse, qui est celle d'opposer deux logiques qui pourraient, pourtant, venir se renforcer mutuellement. C'est un discours qui est plutôt très valorisé, mais qui masque des biens importants, des inégalités sociales. Tout le monde ne peut pas se permettre de ne pas penser à son avenir. Et je dis ça avec humilité, parce qu'encore une fois, je pense que nous, connectés ce soir, on représente, mine de rien, une forme de microcosme relativement privilégié, mais beaucoup n'ont pas notre chance. En tout cas, une inégalité sociale très profonde, des inégalités de genre. Les femmes sont majoritaires dans l'ESS, je crois que c'est 67% le chiffre de femmes parmi les salariés de l'ESS, qui sont comme souvent en première ligne, exposés à la précarité, et puis des effets d'autocensure. Refuser de se pencher sur ces questions-là, d'apprendre, de comprendre, d'anticiper, pour pas trahir une forme de cause, une forme encore une fois, de loyauté finalement dans ce discours et cette posture. Et finalement, le désintéressement presque affiché devient un impensé quand il entretient une forme de stratégie de survie pour se dire, OK, j'ai du mal à joindre les deux bouts, mais bon, je fais ce que j'aime, donc il faut choisir, et pas une stratégie d'autonomie. Or, je pense que les deux sont fondamentalement possibles. Ce silence, il a un prix assez fort, je l'évoquais juste avant, notamment pour l'exemple des femmes, beaucoup de conséquences, notamment donc, sur la précarité économique persistante, sur une fatigue aussi chronique, souvent invisible pour certaines et certains qui doivent parfois cumuler plusieurs boulots, et puis une difficulté à se projeter, à construire aussi des trajectoires cohérentes sur le long terme. Moi, ce que je vois dans mes accompagnements, dans mes différents échanges, ce sont souvent des femmes et des hommes qui sont brillants, qui sont investis et qui finissent en fait par s'épuiser, pas par manque de sens, mais vraiment par manque d'oxygène économique. J'ai mené une conférence pour Sciences Po pour les étudiants cette fois-ci il y a un petit peu moins d'un mois et je me suis rendu compte vraiment à quel point j'ai pu prendre conscience de la portée anxiogène que pouvait représenter la tenue d'un budget pour des étudiants. Vous n'êtes a priori majoritairement aujourd'hui ce soir pas dans ce cas-là, mais ça reste quand même quelque chose d'absolument décisif en termes d'épuisement et puis de changement de trajectoire aussi pour certains pour qui le sens finalement ne suffit pas. Et pour moi, ce silence, il produit réellement des effets de classe. Seuls ceux qui ont un capital social ou familial peuvent tenir sans stratégie vraiment posée. Les effets de genre, j'en ai parlé, et puis aussi un effet générationnel. On ne va pas revenir sur la question des retraites qui, je pense, préoccupe beaucoup de monde dans tout milieu et sur l'intégralité de l'échiquier politique. Mais souvent, voilà, on rentre dans l'ESS vraiment par conviction. Et pour celles et ceux qui doivent en sortir, c'est plus par nécessité qu'autre chose. Et à mon sens, c'est vraiment une fuite des talents qu'on se doit aussi d'interrompre. Et quand je discute avec des étudiantes ou des étudiants qui sont très intéressés, et on pourrait revenir en deuxième partie avec Adèle Schall, qui est étudiante à Sciences Po, qui vient témoigner ce soir, sur la volonté de se lancer dans l'ESS, mais la réalité des salaires et puis des débouchés en termes de structure un petit peu long terme professionnellement parlant, ça reste très compliqué. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de reprendre la main. Mais pour cela, on est obligé d'avoir une forme de repère quand même assez clair en tête. Sur penser ses ressources, donc les repères pour une autonomie choisie, c'est le moment pour moi où c'est vraiment fondamental de rappeler quelques bases simples. L'objectif du jour, c'est pas du tout de faire un cours de gestion budgétaire, mais vraiment de se remémorer ensemble quelques chiffres et quelques concepts qui me paraissent essentiels pour y voir plus clair. Avant de parler d'investissement, on sécurise l'épargne et on va voir ensemble qu'il y a vraiment une vraie différence entre les deux. La première discussion qui me paraît essentielle, c'est que le revenu n'est pas le patrimoine. Le revenu, c'est ce que vous percevez et le patrimoine, c'est ce que vous possédez. Là où le revenu peut être consommé dès qu'il est gagné, le patrimoine, il se constitue, il se transmet, il s'effondre parfois selon les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Moi, ça m'arrive de croiser, d'accompagner des personnes qui ont des salaires plus que confortables, parfois au-delà de 5 000, 6 000 euros net par mois, et qui n'ont aucune idée de où passe leur argent, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté, qui n'ont pas particulièrement d'économie, qui n'arrivent pas à mettre de côté à la fin du mois. J'en ai d'autres en parallèle qui sont au SMIC, parfois juste au-dessus, ou parfois même avec des jobs étudiants et qui arrivent à mettre de côté tous les mois, qui arrivent à commencer à investir. Il faut gagner, enfin, l'argent reste le nerf de la guerre sur beaucoup d'aspects, mais c'est vraiment aussi une question d'état d'esprit, de mindset. Pardon? Je pense qu'il y a un petit peu de bruit, c'est pas très grave. Je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, encore une fois, sur la distinction et la prise de conscience de ces deux caractéristiques et vraiment ces deux réalités.
c'est important aussi pour moi de vous le dire ce soir, l'enjeu, c'est pas de capitaliser pour capitaliser. C'est vraiment de comprendre que notre stabilité future, que ce soit pour des jeunes qui se lancent aujourd'hui dans la vie active, les capacités en termes de création de vie de famille, de projection, d'achat de résidence principale, que sais-je, mais aussi pour les personnes qui commencent à réfléchir à leur retraite ou qui sont déjà à la retraite et qui, j'en parlerai un petit peu après, veulent aussi se projeter. Notre stabilité future dépend de notre capacité à convertir des revenus actuels, même irréguliers ou modestes, en ressources sécurisantes pour la suite. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, l'épargne moyenne des Français tourne autour de 18% du revenu disponible. Donc sur le revenu que je touche tous les mois, 18% de côté. Encore une fois, c'est pas de l'investissement, c'est vraiment de côté, on y reviendra. C'est plutôt très élevé, hein. On est le deuxième pays européen sur l'épargne, on est le 24e sur l'investissement. Cette moyenne, elle cache de grosses inégalités. Dans l'ESS, on est souvent sur des chiffres qui sont inférieurs, notamment chez les jeunes actifs et les femmes seules. Un bon point de départ en termes de repères, c'est de calculer, si vous ne l'avez pas déjà fait, votre reste à vivre. La formule, elle est très simple. C'est vos revenus auxquels vous soustrayez vos dépenses incompressibles, le loyer, la nourriture, le chauffage, enfin, vraiment ce dont vous ne pouvez pas vous passer, et vos charges fixes. Et c'est ce qui vous reste, ainsi que vos dettes si vous en avez, notamment en termes de crédit. Et c'est à partir de là, de son reste à vivre, qu'on vient construire une forme de marge de manœuvre. Pour se constituer un patrimoine, au-delà de son revenu, il faut faire une deuxième distinction essentielle qui est celle entre les flux et les stocks. Les flux, c'est ce qui entre et ce qui sort. Les stocks, c'est ce qui reste. Beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, entre ce que je dépense et ce que je gagne, ça devrait se passer, j'ai pas trop de difficultés. Sauf que si on n'a pas le recul pour vraiment faire l'effort de construire un stock, on ne construit pas d'autonomie par la suite et on reste dépendant d'un emploi spécifique, d'une année supplémentaire avant de prendre sa retraite. On vient faire ses calculs, généralement au moment où c'est pas le bon moment. Là où on aurait pu l'anticiper avant, si on n'a pas eu justement ce réflexe et cette prise de recul-là, c'est souvent trop tard. Pour ça, moi, je vous propose une méthode toute simple qui est vraiment à adapter en fonction de votre âge et de vos moyens. Là, je repars vraiment des bases. On ira évidemment plus en détail après, plutôt aussi dans des stratégies d'investissement et de répartissement. Mais si vous débutez sur ces questions-là, la répartition de base, c'est la règle du 50-30-20, qui est d'allouer 50% pour vos besoins essentiels, 30% pour vos dépenses personnelles, vos plaisirs, vos engagements, ce qui est vraiment de l'ordre du plaisir, du quotidien, du train de vie, et 20% pour votre épargne, vos investissements, vos projets futurs. Ça, c'est un idéal. Plus vous avancez en termes de revenus, plus vous pouvez baisser les 50% évidemment pour les besoins essentiels. Mais en tout cas, pour partir de quelque part, je trouve que c'est une bonne base pour faire ces premiers calculs. En tout cas, c'est une forme de cadre de référence. J'ai perdu ma mise à pet. Un troisième levier qui est fondamental à mon sens, c'est la protection, notamment dans le domaine de l'ESS. On anticipe souvent pour les autres, mais rarement pour soi, encore une fois. Il faut aussi prévenir les risques qui peuvent nous arriver. Pour moi, le premier réflexe, quel que soit notre âge, quels que soient nos moyens, c'est vraiment de se constituer un fonds d'urgence qu'on peut aussi appeler épargne de précaution. L'objectif idéal, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses fixes de côté. On perd un emploi, on a un accident de la vie, on touche plus de financement. Il faut avoir de côté sur un support liquide, extrêmement important, un support liquide qu'on peut mobiliser, un virement sur son appli bancaire, on l'a directement pour vraiment faire face à un imprévu. La deuxième étape après ce fonds d'urgence, c'est de vérifier ses protections sociales. Donc, une prévoyance, une invalidité, une responsabilité civile professionnelle, une assurance décès-invalidité dans le cadre d'un crédit. Ça, ce sont vraiment des choses qui me paraissent indispensables, notamment quand on dépend finalement d'une forme, par exemple, de variable ou qu'on n'a pas une forme de garantie de l'emploi extrêmement forte. Se protéger, et j'insiste vraiment sur ce point, c'est pas du repli sur soi, c'est vraiment ce qui va vous permettre après de continuer à agir sur le long terme. C'est une façon aussi de prendre soin de son engagement et de se donner la possibilité de durer dans le temps. Et sur un des derniers repères que je voulais vous transmettre avant d'entamer la suite, c'est sur l'épargne que j'appelle l'épargne choix, qui constitue réellement une forme de marge de liberté, de se donner des choix pour la suite, de considérer vraiment l'argent non comme une fin, mais vraiment comme une façon de pouvoir se donner les moyens d'agir et de mettre en place ce qui vous motive. Donc ça passe pour moi par plusieurs gestes très simples. Le premier, c'est d'automatiser un versement mensuel vers un support sûr et accessible. Donc ça peut être un livret, ça peut aussi être, on le verra par la suite, des formes d'investissement. Mais voilà, avoir ce réflexe finalement mensuel systématique. Point extrêmement important également, diversifier.
Donc diversifier sur les termes, que ce soit du court terme, du moyen terme, du long terme, mais aussi sur les différents supports en termes de rapport au risque. J'y reviendrai dans la partie suivante. Donc point extrêmement important de diversifier, on pourra en reparler, et avoir une forme d'intention. Pas juste de mettre de côté au cas où, mais d'avoir un projet, ça aide généralement à mettre de côté et ça peut considérablement aider sur, moi j'ai une notion qui m'est chère, c'est la notion de nudge. Je pense qu'elle vous est également familière. Elle a valu à son inventeur un prix Nobel d'économie sur le fait vraiment de modifier votre comportement économique et cognitif par rapport aux actions que vous allez mener, en vous forçant un petit peu en établissant vos propres garde-fous mentaux et de prise de décision pour vraiment mettre de côté, vous forcer à le faire de façon extrêmement régulière. Et enfin, dernier repère, la question de la transmission. Comment faire en sorte que ce qu'on construit ait du sens même après soi. C'était pas une question évidente dans les milieux engagés. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes évoquant le fait que pour eux, transmettre une forme d'héritage, un patrimoine déjà constitué, venait accentuer aussi des inégalités fortes. Ça s'entend, mais ce qu'on peut transmettre, c'est pas juste patrimonial financièrement parlant. C'est pas juste une question de succession. Pour moi, c'est aussi voilà se poser la question de qu'est-ce qu'on laisse à qui, pourquoi. C'est vraiment venir prolonger la transmission, une forme d'intention. Et transmettre, c'est venir organiser son patrimoine de manière à ce qu'il reflète aussi nos différents engagements. Donc ça peut être soutenir une cause, préserver des proches, financer un projet porteur de sens après nous. Et ça suppose de connaître les bons outils. Donc notamment, j'y reviendrai par la suite, mais l'assurance vie qui permet une transmission hors succession, qui est souple, qui est personnalisable, qui permet aussi beaucoup d'avantages fiscaux d'un point de vue patrimonial, qui permet aussi un vrai investissement engagé en adéquation avec les valeurs qu'on peut porter, sans forcément sacrifier d'ailleurs le rendement. Le plan d'épargne retraite, donc utile pour la retraite, mais aussi en cas d'achat de résidence principale ou en cas de décès, qui est aussi une forme de transmission. Et puis tout ce qui va être don avec des avantages fiscaux, des legs à des fondations ou des associations. Donc vraiment, la transmission, c'est essentiel. Et au-delà de la transmission, il y a aussi la transmission, j'ai envie de dire, à soi-même, notamment quand on pense, j'en parlais juste avant, à la question de la retraite. Le taux de remplacement à la retraite, aujourd'hui en France, il est d'environ 50% pour les salariés du monde privé. Très concrètement, ça veut dire que la moitié de vos revenus disparaissent à la retraite. L'idée, c'est pas du tout d'être anxiogène, mais vraiment d'accentuer sur le fait que ça se prépare, qu'il faut l'anticiper et que juste se baser sur les revenus du travail à un moment donné et compter sur la retraite aujourd'hui pour nos générations, toutes celles qui sont connectées ce soir, ça me paraît compliqué et il est absolument jamais trop tard. Avant de passer. Marion, pardon, je t'interromps parce qu'il y a quand même une question qui me semble intéressante tout de suite. Oui. Je profite que tu prends une respiration. Peux-tu préciser ce qu'est le taux de remplacement? Oui, pardon. Merci pour la question. Le taux de remplacement, c'est le salaire qu'on va toucher à la retraite par rapport au salaire qu'on touchait avant. Donc c'est pour ça que j'ai 50%, c'est divisé par deux. Avant, dans les générations précédentes, il était beaucoup plus élevé. On était plutôt à 75-80%, c'est-à-dire que quand on passait à la retraite, le taux de remplacement équivalait à 80% de notre dernier revenu salarié. Sur une base 1000, on touchait 1000 euros dans nos derniers revenus salariés. On partait à la retraite, notre retraite était de 800 euros par mois. Aujourd'hui, sur une base 1000, on est à 500 et plus à 800. Est-ce que ça répond à la question? C'est très clair, merci. Avec plaisir. Avant de passer aux stratégies plus concrètes en termes d'investissement, notamment responsable, ce point qui est pour moi vraiment un passage obligé en termes de mécanisme qui fait naître des vraies prises de conscience. Pour moi, en tout cas, ça a vraiment été le cas quand j'ai découvert cette mécanique, qui est la mécanique des intérêts composés. Je rassure toutes celles et ceux qui ne sont pas des grands scientifiques. Je suis moi-même plutôt littéraire. Quand ils voient la formule mathématique affichée, qui n'est pas totalement exacte d'ailleurs, parce que la durée devrait être en exposant, on peut très bien comprendre ce schéma et cette mécanique sans comprendre la formule mathématique. Et pour ça, je prends l'exemple de Léa. Léa qui a 20 ans. Alors encore une fois, vous le voyez sur mon schéma que je vais vous expliquer, cette mécanique s'applique à tout âge. Léa a 20 ans et a conscience de la réalité politique aujourd'hui que traverse sa génération, du fait que ça va être compliqué, encore une fois avec le taux d'emplacement, de compter sur l'argent de sa retraite, en tout cas financé par rapport à ses cotisations. Et elle est
petit peu consciente de tout ça, elle se fait une promesse à elle-même. Elle se dit qu'à partir de l'anniversaire, le jour de ses 20 ans, elle va mettre tous les mois jusqu'à ses 65 ans. Elle a retenu que la retraite, a priori, c'était autour de 65 ans pour elle. En tout cas, c'est ce qu'elle vise. Elle va mettre 100 euros par mois, tous les mois, pendant les 45 prochaines années. Ça peut paraître beaucoup quand on a 20 ans et qu'on est encore dans les études. Ça paraît moins quand on a un salaire et qu'on est déjà beaucoup plus avancé dans la vie active. En tout cas, elle se fait cette promesse-là. Elle commence à mettre de côté. Et ici, on a 3 scénarios différents. Première hypothèse, premier scénario, Léa est peut-être un peu conspirationniste, ou alors elle écoute plutôt les conseils de ses arrière-grands-parents et elle met son argent dans un coffre-fort, sous son oreiller ou sur un compte courant non rémunéré. En tout cas, elle ne place pas son argent sur un compte rémunérateur ou sur une solution d'investissement. Là, je suis sympa dans mon schéma, je ne prends pas en compte l'inflation. En mettant 100 euros de côté par mois pendant 45 ans, elle arrive à une forme de capital réuni de 54 000 euros. Ça, c'est la courbe à 0%. On a une deuxième hypothèse où Léa s'intéresse à ces sujets d'investissement, de placement, a écouté certains conseils et place son argent, c'est 100 euros par mois pendant 45 ans, dans une solution qui, cette fois-ci, rémunère à hauteur de 5% par an. 5%, c'est pas énorme, c'est plutôt pas mal, hein. Pour rappel, aujourd'hui, livret A, livret développement durable, on est à 1,7%, qui est à peu près le niveau de l'inflation. 5% par an sur 45 ans, c'est envisageable. Il faut faire les bons placements, mais ça se fait très bien. Elle quadruple son capital. Comme vous pouvez le constater, en passant de 0 à 5%, elle passe de 54 000 à quasiment 200 000 euros. Et la courbe la plus haute, comme vous pouvez le constater et comprendre, c'est exponentielle. En plaçant cette fois-ci son argent sur une solution qui rémunère à 10% par an pendant 45 ans. Plus compliqué, 10% par an pendant 45 ans, mais pas inatteignable non plus. Elle arrive quasiment à 1 million d'euros, en restant à 100 euros par mois depuis ses 20 ans. Moi, ce que je trouve très marquant dans ce schéma, c'est déjà le fait de se dire qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour arriver après à une forme de sécurisation très importante. Il faut s'y prendre tôt, le plus tôt possible. Alors, c'est toujours le moment où, généralement, les plus de 35-40 ans grincent un peu des dents en voyant le schéma, parce que vous voyez également les équivalences. Si Léa n'avait pas commencé à 20 ans, mais à 30 ans, si elle voulait atteindre la courbe des 10% et les 908 000 euros à la fin des 45 ans d'épargne, c'était pas 100 euros par mois qu'il fallait mettre, c'est 265 euros. À 40 ans, c'est plus 100 euros, c'est 730 euros par mois, pendant 25 ans, hein, plus 45 ans, vous l'avez compris. Et à 50 ans, c'est 260 euros par mois. Donc forcément, encore une fois, plus on anticipe, mieux c'est. La bonne nouvelle pour les personnes qui ont plus de 40 ans, c'est que vous pouvez montrer ça aux jeunes que vous connaissez, à vos enfants, petits-enfants, amis et autres, mais c'est pas du tout incompatible pour vous aussi. La mécanique, elle est toute simple. Elle porte d'ailleurs très bien son nom. C'est que la première année, je mets mes 100 euros sur rien. La deuxième année, mes 100 euros viennent s'additionner aux 100 euros précédentes qui eux-mêmes ont travaillé soit sur la courbe à 0%, soit sur la courbe à 5%, soit sur la courbe à 10%. Et donc, on a un effet boule de neige année après année, puisque les intérêts viennent se composer, ce qui amène à la conclusion que chaque année supplémentaire, finalement, est extrêmement importante, parce que c'est là où la couche de boule de neige va être la plus forte et avec le plus d'effets. Est-ce que vous avez des questions sur cette mécanique ou pas? Elle est assez fondamentale sur la construction patrimoniale. Ok, je continue et n'hésitez pas si vous en avez de toute façon. D'un point de vue un peu plus mathématique, les 3 composantes de cette mécanique, ce sont le montant, la durée, le taux. Le montant, son impact est linéaire. Donc, si Léa avait mis 200 euros, elle aurait 2 fois plus, 50 euros, 2 fois moins. La durée et le taux, en revanche, sont exponentiels. Donc, la durée, ça va correspondre à votre projet. Là, en l'occurrence, c'était la question de la retraite pour Léa à 65 ans. Ça aurait très bien pu être une retraite à 55 ans. Elle aurait épargné pendant 35 ans et pas 45 ans. Ça peut être un autre projet, une reconversion professionnelle, un déménagement, évidemment, ce que vous souhaitez. Mais donc, la durée correspond à votre projet. Et le taux, là, c'est des questions de fiscalité. Ça va correspondre à la solution, au véhicule fiscal sur lequel vous placez votre investissement. Dans la vraie vie, on a des petits irritants. Donc, sur le montant, il y a souvent des droits d'entrée. Quand vous achetez un appartement, vous avez des frais de notaire la plupart du temps à payer. Sur des solutions de placement, vous avez parfois des frais d'entrée. C'est très pénible, mais on les paye une fois. Et si on a une performance, un rendement suffisant, on vient justement gommer ces droits d'entrée qu'on paye une seule fois. Ce
qui peut être un petit peu plus impactant à long terme, c'est la fiscalité. Donc là, attention, le message, c'est pas du tout de tricher ou de ne pas payer de fiscalité, c'est de faire ça de façon intelligente et de façon adaptée à votre réalité, de choisir aussi les bons produits, parce que notamment sur des produits qui peuvent avoir une vocation européenne, vous avez une fiscalité qui va être plus avantageuse. Il y a beaucoup de choses à faire en restant en toute légalité et pas en zone grise, mais bien en zone verte, pour justement faire en sorte que la fiscalité ne vienne pas trop grignoter justement votre rendement. Voilà sur la mécanique des intérêts composés qui me permet une transition vers la troisième partie qui sera plus concrète sur les solutions proposées, sur la notion de s'émanciper sans se trahir pour construire une stratégie patrimoniale alignée. Euh, Moi, cette idée, elle me paraît absolument centrale et elle se décline un petit peu dans trois aspects qui peuvent paraître chronologiques au niveau des âges de la vie, mais il n'y a pas de règle, hein. On peut tout faire en même temps, encore une fois, en fonction aussi de ses objectifs, de ses moyens, de ses impératifs. Épargner pour pas être dépendant demain. Donc ça, c'est vraiment la première étape à valider avant le reste. Investir dans ce qu'on veut voir grandir et transmettre ses actifs, mais aussi ses valeurs. Encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir cumuler les trois et vous l'avez compris, de pouvoir mener ça à bien sans trahir qui vous êtes et ce que vous avez envie de mettre en place. Pour investir avec sens, à mon sens, il y a vraiment quatre temps, quatre étapes clés qui me paraissent absolument primordiales. Et j'accompagne moi pas mal de personnes qui me disent qu'ils souhaitent investir, mais en respectant leurs valeurs et qu'ils ne savent pas par où commencer, ni même si c'est possible, si ça vaut le coup, parce qu'il y a quand même toute une mythologie autour du fait que l'investissement responsable serait moins performant que le reste. Alors, oui, il y a des investissements totalement irresponsables qui sont malheureusement, et c'est la société dans laquelle on vit, extrêmement rentables, mais il y a d'autres façons de procéder. Et c'est ce que je vais vous présenter juste après. Donc, moi, la méthode que je préconise, ou en tout cas, voilà, les différentes étapes, à mon sens, à suivre, c'est très simple. La première, c'est de définir ses valeurs et ses objectifs d'impact. Donc, qu'est-ce ou qui je veux soutenir? Est-ce que ça va plutôt être un secteur en particulier, le logement, l'éducation, la transition écologique, le développement durable, la biodiversité, l'agriculture? Est-ce que je veux du local, de l'inclusif, de l'écologique, les trois? On peut aller vraiment loin dans le sur-mesure par rapport à ce qu'on veut privilégier. Aujourd'hui, tous les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers ont une obligation, certains ne le font pas forcément hyper bien, mais je trouve que c'est une super avancée législative, ont une obligation de poser des questions ESG à l'intégralité des investisseurs, même pour ouvrir une assurance vie, sur la dimension ESG, donc environnementale, sociale, gouvernementale, que vous voulez donner à vos investissements. Et vraiment sur ce que vous souhaitez exclure et ce que vous souhaitez inclure, on peut vraiment faire quelque chose qui va loin sur l'alignement des valeurs et du sens justement qu'on veut donner. Donc, première phase, première étape, définir ses valeurs et ses objectifs d'impact. Deuxième étape, très important, identifier son profil financier. Donc, quelle est ma capacité d'épargne? Combien je peux mettre de côté tous les mois quand je reprends ce que je vous évoquais tout à l'heure, mon reste à vivre? Quel niveau de risque est-ce que je suis prêt ou prête à prendre? C'est bien sympa de vouloir faire du rendement, mais si en fait, alors, gros rendement est associé à gros risque, il n'y a pas de formule magique par rapport à ça. Si j'investis et je mets de côté, mais que ça m'empêche de dormir parce que je me dis qu'en fait, je suis pas du tout à l'aise avec le risque, c'est pas une vie non plus. L'objectif, encore une fois, c'est pas que on passe d'un sacrifice à un autre. C'est vraiment être en adéquation aussi avec son aversion au risque, avec son rapport au gain, à la perte, sans se comparer avec d'autres personnes, sans être dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Ça, c'est extrêmement important. Et enfin, sur quel horizon de temps? On ne va pas faire les mêmes investissements si on a besoin de pouvoir disposer de son argent dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Ça ne va pas être les mêmes niveaux de risque non plus. Ça ne va pas être les mêmes stratégies qui vont être mises en place. Troisième étape, choisir des supports qui sont alignés avec qui on est, avec qui on a, ce qu'on a envie de défendre. Donc, ça peut être des fonds au label ISR, donc des investissements qui sont socialement responsables. Une assurance vie à impact, j'y reviendrai aussi juste après. Des foncières solidaires. Marie Almeras nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure dans les parcours incarnés. Du crowdfunding. Je vous donnerai justement des exemples concrets juste après, mais il y a énormément de solutions qui sont très complémentaires. On n'est pas obligé d'en choisir une, on peut vraiment en cumuler justement plusieurs. Et enfin, ce qui est souvent négligé, mais ce qui me paraît absolument essentiel, et là ça parlera peut-être aux personnes qui ont déjà constitué leur patrimoine et leurs investissements de façon un petit peu plus chevronnée, c'est l'importance du suivi. Combien est-ce que j'ai investi? Où? À qui j'ai demandé conseil? Quels sont mes résultats? Quel est l'impact social et ou environnemental sur mes investissements? Est-ce que ça reste ou pas en phase avec mes convictions? Est-ce que c'est une stratégie qui est toujours à propos? Toujours vraiment avoir en tête que l'argent est un outil
qui peut transformer le réel. Donc, chaque euro que moi je dépense, que je choisis d'investir, peut avoir un impact aussi fort pour être en lien et en adéquation avec mes valeurs. Mais c'est extrêmement important justement de faire ce suivi. Moi, je recommande un suivi à minima annuel. Et évidemment, si vous changez de situation personnelle, professionnelle, de vraiment maintenir cet aspect de check, en fait. C'est une forme d'hygiène financière, hein, de discipline aussi de vos finances à maintenir de façon extrêmement régulière. Sur les supports maintenant alignés, parce que c'est bien beau de savoir un petit peu comment investir, mais sur quel support maintenant agir et sur quoi investir. Sur un passage un petit peu plus pratique, les supports d'investissement qui peuvent répondre à vos valeurs tout en vous permettant de construire une vraie autonomie et pas juste vous permettre de mettre difficilement de côté, il y en a pas mal, comme je vous évoquais juste avant. Le premier est peut-être le plus facile, le plus accessible, c'est des placements dits classiques, mais qu'on va venir revisiter. Donc, je pense notamment à l'assurance vie, le plan d'épargne retraite. Pourquoi classique? Parce qu'ils sont faciles à mettre en œuvre, parce qu'il y a beaucoup d'offres différentes euh, et parce que surtout, c'est des produits qui sont extrêmement souples. On peut y mettre vraiment ce qu'on veut. C'est des enveloppes fiscales qui sont très avantageuses, qui sont modulables et qui peuvent accueillir des fonds qui sont totalement choisis. Moi, j'accompagne des investisseuses et des investisseurs avec, par exemple, des assurances vie qui sont 100% ISR, 100% ESG. Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui d'investir en investissant uniquement dans des causes qui nous tiennent à cœur. Exactement pareil pour le plan d'épargne retraite, c'est pas la même liquidité, mais dans les deux cas, les rendements peuvent être importants et on peut être en adéquation totale avec ces valeurs. Ces assurances vie et PER, on peut venir les remplir avec la deuxième catégorie que sont les fonds à impact et les fonds ISR, encore une fois, investissement socialement responsable. Donc, ce sont des fonds d'investissement qui sélectionnent les entreprises selon des critères environnementaux, sociaux, gouvernementaux. J'imagine que vous êtes familier avec ces labels-là. Si vous voulez creuser un petit peu plus, il existe, en tapant sur Google, un site qui répertorie le niveau ESG, par exemple, de toutes les boîtes du CAC 40. Donc vous en avez qui sont nulles pour tout. Vous en avez qui sont très bonnes d'un point de vue environnemental, mais moins en social ou en gouvernance. Vous en avez qui sont très bonnes sur les trois aspects. Ça permet aussi, notamment quand on veut se pencher sur des investissements. Alors là, je cite l'exemple du CAC 40, mais vous avez ces indications normalement pour l'intégralité des entreprises. Ça vous permet vraiment de vous faire une idée en fonction, encore une fois, vous, de vos valeurs et de vos alignements. Vous pouvez aussi choisir des fonds qui excluent certains types de supports, donc qui excluent les énergies fossiles, qui surpondèrent les entreprises inclusives. C'est tout à fait possible. Il faut trouver les bons fonds, mais aujourd'hui, ça devient de moins en moins anecdotique et vous avez vraiment un choix qui devient assez important. Le troisième type de support aligné, ce sont à la fois l'épargne solidaire et les foncières citoyennes. Donc, épargne solidaire, des produits d'épargne, que ce soit livret, assurance vie, comme je l'ai dit, dont une partie des fonds finance des projets à très forte utilité sociale ou environnementale. Donc ça, vous en avez Crédit Coopératif, pour ne citer que, par exemple, qui propose de redistribuer aussi à des associations. Vous avez plusieurs livrets qui existent. Donc là, on n'est pas vraiment a priori sur de l'investissement, enrichissement personnel, mais plus sur le fait de savoir à quoi va servir notre argent dans une forme presque de redistribution. Et les foncières citoyennes, là, ce sont des acquisitions collectives en général de biens pour les sortir de la spéculation, garantir leur usage et vraiment s'impliquer sur des projets de façon plus importante encore sur le long terme. Donc là, il y a pas mal d'exemples. On en parlera encore une fois aussi avec Marie tout à l'heure sur absolument tous les sujets, tous les enjeux. Donc, si vous êtes intéressé pour de l'investissement plutôt vert de façon générale, évidemment en essayant de fuir au maximum tout ce qui est greenwashing, parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu, mais généralement il est suffisamment pointé du doigt pour pouvoir le débusquer. Vous avez la possibilité vraiment de sélectionner des supports très généralistes et si vous souhaitez investir sur un portefeuille très particulier, tout sur l'éducation, alors c'est pas conseillé de mettre tout sur un même secteur. En tout cas, si vous voulez donner une composante, une coloration très forte sur un secteur en particulier, c'est aussi tout à fait possible. Et puis, le quatrième exemple, il y en a d'autres, mais j'en ai sélectionné 4, de support aligné, c'est celui du crowdfunding ou du crowd equity à impact. Donc, vous participez au financement direct, soit en don, en prêt ou en action d'entreprises ou de projets sociaux, souvent via des plateformes. Par exemple, vous avez Lita, vous avez aussi Mimosa, vous en avez plusieurs, qui vous permettent de choisir encore plus spécifiquement que dans les fonds
des projets dans lesquels vous voulez investir, que vous voulez soutenir. L'essentiel vraiment ici sur le choix des supports, c'est d'adapter le ou les supports, encore une fois, je plaide pour la diversification, à votre niveau de confort. L'objectif, c'est pas d'avoir un couteau sous la gorge pour investir, c'est vraiment, il faut que ce soit en adéquation aussi avec vos contraintes et avec votre train de vie, à vos valeurs prioritaires et à votre horizon temporel. Sur la stratégie, une fois qu'on a sélectionné les supports, pour construire une stratégie solide, durable et cohérente avec vos engagements, quelques bonnes pratiques et grands principes. Je le répète encore une fois, la diversification. Ne placez pas 100% de vos portefeuilles au même endroit, même si le placement a l'air intéressant, même si on vous promet des rendements importants, même si vous voulez soutenir quelqu'un, un de vos proches. Encore une fois, d'un point de vue mutualisation du risque, mais aussi sécurisation sur beaucoup d'aspects, il faut diversifier. Encore une fois, diversification sectorielle. Je vais mettre dans le logement, dans l'éducation, pourquoi pas dans les nouvelles technologies, c'est un secteur qui m'intéresse, dans le renouvelable. Diversification géographique, je vais pouvoir placer en territoire sur du local, je vais placer à l'échelle nationale, pourquoi pas à l'échelle européenne, voire mondiale. Ça dépend encore une fois des appétences, mais je préconise vraiment une diversité géographique et une diversité de supports. On ne met pas tout sur des actions, on ne met pas tout a priori juste sur des obligations ou juste sur de crowdfunding. L'idée vraiment, c'est de venir se constituer un patrimoine, même relativement modeste, qui soit diversifié. Second principe, seconde bonne pratique, c'est de définir une allocation dédiée, notamment sur vos supports valeurs. À vous d'estimer si vous voulez mettre 100% de vos investissements et de votre épargne de façon alignée avec vos valeurs, ou si vous vous dites que pour des raisons X ou Y, vous avez la possibilité, l'envie, la volonté de placer, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50, 80% de vos investissements sur des allocations engagées. L'idée, encore une fois, c'est de vous sentir à l'aise avec ce que vous faites. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler. Vous avez la possibilité, encore une fois, de choisir auprès d'une multitude d'allocations et de supports différents. C'est extrêmement important d'être au clair par rapport à ça. Le troisième point, c'est de faire un peu sa propre due diligence régulièrement. Je vous parlais du suivi. Ça va assez loin aussi dans votre choix de support et je vous invite vraiment à challenger les personnes, les sites, les différentes solutions, les banquiers qui vous proposent toute forme de solution. Quel est le niveau de frais? Pourquoi? Il peut y avoir des niveaux de frais qui s'entendent, mais il faut une justification sur ces niveaux de frais. Quelle transparence? Et c'est pas pareil, encore une fois, frais de gestion que vous payez tous les ans et frais d'entrée que vous payez une seule fois. Souvent, on regarde plus les frais d'entrée qui peuvent être à 0% sur des assurances, des SCPI, des solutions en ligne. On va moins regarder les petites lignes des frais de gestion et c'est ça qui vient grignoter le rendement dont je parlais tout à l'heure. Quelle transparence sur l'impact? L'indicateur ESG affiché, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est greenwashé? Voilà, c'est vraiment des réflexes qui s'acquièrent progressivement, que je vous encourage à consulter et vraiment prendre cette habitude d'aller détecter déjà ce qui compte pour vous, mais aussi ce qui est proposé réellement dans les différentes solutions. Moi, pour vous donner un exemple hyper concret, avant de passer la main à Adèle et Marie, je travaille notamment avec une société de gestion. Moi, je suis indépendante, donc j'ai aucune incitation financière à préconiser Pierre, Paul ou Jacques. Mais je travaille avec une société de gestion qui est article 9, qui propose des SCPI article 9, donc qui dédie l'intégralité des investissements qu'ils reçoivent à leur mission ESG. Alors, ils font aussi tourner, bien évidemment, la société de gestion, mais de façon minime. Et l'objectif, c'est la baisse du bilan carbone des bâtiments qu'ils achètent. Ils achètent beaucoup de bâtiments de seconde main, ils viennent les rénover et pour chaque investissement qu'ils font, ils rendent des comptes aux investisseurs. On peut investir à partir de ces 300 € la part et 50 € après par mois si on le souhaite. Donc, ça permet aussi des stratégies d'investissement, ce qu'on appelle en pierre-papier. Donc, c'est de l'immobilier. On n'est pas détendeur d'un appartement, d'un immeuble, mais de petits bouts d'immeubles. Encore une fois, attention, il ne faut pas faire ça avec n'importe qui et n'importe où, mais ça peut être une solution parmi d'autres, notamment alignée en termes de valeur. Et donc, cette société de gestion vient identifier différents locaux dans différents pays d'Europe limitrophes à la France et informe les investisseurs des travaux qui sont faits. On installe une pompe à chaleur, on vient faire une régulation thermique, on vient mettre aux normes, on fait en sorte d'installer, je ne sais pas, des stations de vélos électriques, de voitures électriques, que sais-je. On repeint tout en peinture réfléchissante. Il peut y avoir plein d'actions qui sont menées, mais en tout cas, la société de gestion rend des comptes.
spécifie la consommation énergétique des bâtiments quand elle achète les bâtiments, l'objectif qu'elle se donne à horizon 1 an, 3 ans, 5 ans et rend des comptes. Et on sait que quand on met 1 euro dans ce type d'investissement, cet euro va être utilisé à bon escient et on peut quand même espérer, là, sur cet exemple, un rendement qui est en fonction de notre fiscalité et des années et des distributions. Ça fait beaucoup de facteurs, mais grosso modo, on est entre 5,5 et 7% de rendement annuel. Ce qui n'est pas du tout infamant quand on regarde des solutions pas du tout responsables qui font parfois beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment un exemple de ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans des investissements responsables, de ce que tout le monde peut souscrire. Mais ça demande de regarder un petit peu les petites lignes, de regarder les clauses et encore une fois de faire un suivi régulier pour vérifier que tout est toujours en adéquation finalement avec ses propres pratiques. Donc, le nombre d'emplois qui peuvent être créés, les tonnes de CO2 qui sont évitées, les projets qui sont soutenus, tout ça, c'est des éléments que vous allez avoir justement dans les différents investissements qui peuvent être proposés par les différents acteurs. Et puis, point très important qui va avec le suivi, c'est réévaluer chaque année votre stratégie patrimoniale. Vos valeurs, vos projets, vos besoins peuvent évoluer, votre stratégie doit vous suivre. Donc, encore une fois, si vous vous êtes engagé dans un projet avec peu de liquidité où votre argent est bloqué sur 10 ans, bon, bah, vous savez que c'est bloqué sur 10 ans, j'espère que vous le savez au moment où vous souscrivez. En tout cas, c'est pareil, des choses à challenger, mais c'est important, encore une fois, de réévaluer très régulièrement là où vous en êtes. Moi, je suis vraiment convaincue qu'on peut vraiment débuter avec quel que soit notre niveau de rémunération, quels que soient nos revenus, quel que soit notre milieu et notre job, dans des vraies stratégies de construction à la fois d'épargne, mais aussi d'investissement et de construction patrimoniale, en suivant ces bonnes pratiques, même si c'est pas à pas, même si c'est un petit peu tard. Je vous invite en tout cas à vous poser la question, que ce soit ce soir ou demain, voilà, vous penchez sur vos propres stratégies. Je vous en parlerai également après, mais on pourra s'en reparler en one-one si vous le souhaitez. Je trouve qu'encore une fois, c'est une forme d'hygiène financière qui va avec le reste. Ce que je vous propose, et on est bien dans le timing, on va finir plus tôt que 20h30, hein, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais l'idée, c'est de ne pas vous garder trop longtemps. C'est bien parce qu'on va pouvoir prendre un petit peu de temps sur la prochaine étape, que sont les parcours incarnés. Et je vais maintenant laisser la parole à deux femmes que je connais et que j'admire et qui illustrent, à mon sens, chacune à leur manière, justement, cette articulation entre d'un côté engagement et de l'autre stratégie, pardon, personnelle. Et donc, je vous propose de commencer en accueillant Adèle Schall, qui est étudiante en deuxième année à Sciences Po sur le campus de Reims, qui est engagée pour l'économie sociale et solidaire, qui fait partie d'ailleurs du club ESS de Sciences Po et qui a été sensibilisée très jeune aux questions d'investissement et qui va venir nous en parler un petit peu. Adèle, Pendant est-ce que tu es qu'Adèle là? prend la parole, je voudrais préciser qu'Adèle fait partie du bureau du groupe ESS. Et on la remercie pour ça. Merci beaucoup pour Merci cette Nicolas pour la introduction. précision. Merci beaucoup pour cette introduction, Marion et Nicolas. Et bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir de pouvoir discuter aujourd'hui. Et donc, juste pour me présenter rapidement, je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po Reims dans la majeure économie et société. Et voilà, je m'intéresse à l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Adèle. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta façon de... Parce que je me dis que ça peut intéresser d'autres étudiantes et étudiants si certaines et certains sont présents avec nous ce soir ou regardent ce webinaire en replay, mais aussi des personnes, des entourages de notre auditoire. Est-ce que tu peux nous partager ta façon de gérer ton budget au quotidien dans ta vie étudiante par rapport justement à ton engagement ESS? Quels sont toi tes postes prioritaires? Où sont les différents arbitrages? Est-ce que tu t'accordes des zones de confort? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, au début, quand je gérais mon budget, j'étais pas forcément organisée et j'achetais un petit peu au jour le jour. Mais maintenant, j'essaie davantage de savoir quelles sont mes priorités en termes de budget, là où je mets un petit peu plus d'argent. Par exemple, comme les valeurs environnementales sont assez importantes pour moi, je sais que je vais essayer d'acheter plutôt du bio et de privilégier un petit peu de la nourriture de qualité, quitte à acheter moins, mais de meilleure qualité, et aussi garder un budget pour pouvoir revenir en train assez régulièrement voir ma famille en Bretagne. Et donc, c'est plutôt sur ça que je vais mettre un peu plus de budget. Par contre, faire, par exemple,
commander Uber Eats ou faire des restos trop souvent. Je vais plutôt éviter dans le sens où ça me coûte beaucoup et ça m'apporte pas forcément énormément de plaisir ou de confort au quotidien. Et par contre, ce que je m'autorise aussi un petit peu plus à Sciences Po, c'est de participer à des événements parce que je me dis, j'ai que 3 ans ici et donc c'est important de prendre part aux expériences et de profiter en fait de ce que l'institution peut m'offrir. Même si ça peut paraître comme des dépenses assez énormes des fois sur le coup. Et justement, merci pour cette première réponse. Tu nous parlais justement de tes choix de consommation entre le fait de pas d'Uber Eats, mais effectivement acheter bio, quitte à acheter un petit peu moins. Est-ce que tu as l'impression que tes valeurs sociales et environnementales, elles influent sur tes choix de consommation? Est-ce que tu dois renoncer à certaines choses ou pas? Effectivement, c'est vrai que j'essaie de renoncer à certaines choses en rapport avec mes valeurs, mais c'est ce que j'essayais de faire aussi au lycée. Mais quand on est étudiant, quand on a beaucoup plus de choix en fait sur ses dépenses, faut encore plus prendre en compte ce qui est important pour nous ou pas. Et c'est vrai que j'ai tendance à acheter donc mieux et essayer de réduire un petit peu la quantité, même si c'est pas toujours évident. Et ça, je le fais personnellement, mais quand je suis avec des amis, forcément, je leur impose pas. De faire ça. Donc c'est vrai pour la nourriture, mais c'est vrai aussi pour les transports. J'essaie de me déplacer davantage en vélo. Pour le coup, ça coûte moins cher que de prendre les transports en commun. Donc c'est pas si mal. Et aussi, quand on est étudiant, on a quand même plein de choses disponibles. Enfin, par exemple, le Crous, où on peut manger bien, on peut manger sain pour pas très cher. Et il faut pas hésiter aussi à être avec, profiter de ses amis, de ses colocataires qui peuvent nous aider aussi. Je sais que ça me coûte pas que plus d'argent, mais aussi plus de temps de cuisiner les légumes plutôt que d'acheter dans des sachets. Mais j'ai la chance d'avoir voilà, une coloc avec qui on se dit un soir on fait un repas, l'autre soir c'est l'autre, et comme ça on gagne aussi du temps. Donc c'est quelque chose à construire aussi en groupe. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Le fait, alors, je sais il y a des évolutions générationnelles sur le sujet, mais le fait de t'intéresser déjà aussi, toi, à l'investissement, à la gestion de patrimoine, comment est-ce que c'est perçu autour de toi? Est-ce que Euh, tu peux te sentir en décalage avec les représentations un peu classiques qu'on a de l'engagement étudiant? C'est vrai que des discussions sur la gestion de patrimoine, on n'en a pas beaucoup quand on est étudiant, surtout parce que toutes ces questions un peu de planification par rapport à l'argent, d'organisation, de quelque chose de très cadré, ça peut paraître un petit peu à l'antithèse de la vie étudiante qui, elle, est plutôt très libre, un peu désorganisée. Et donc ce côté sérieux, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Après, comme je suis dans une majeure, donc économie, c'est vrai que dans ma majeure en particulier, je pense qu'elle n'est pas du tout représentative des autres formations, puisque on parle beaucoup donc d'économie et d'argent, même si ça reste quand même un peu tabou. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut en parler plus et ça peut être davantage pris au sérieux dans cette majeure-là d'économie. Mais sinon, c'est vrai qu'on évite d'en parler, ou alors c'est souvent sur le coup de la blague. C'est vrai que quand je parle du fait que je m'intéresse aux questions de gestion de patrimoine, on rigole un peu et on dit, enfin un peu l'écolo, mais qui finalement investit parce que investir, on pense pas tout de suite à l'aspect éthique et finalement on pense plutôt voilà, tout ce qu'on peut dire dans les médias de négatif par rapport à l'investissement, alors qu'on peut très bien investir avec du sens, comme tu l'as évoqué plus tôt dans cette web conférence. Et quand on s'est rencontrés, une de nos premières discussions, ça a tourné autour du fait que toi, ton objectif plus tard, c'est de travailler dans l'ESS, de créer ton propre projet. Comment est-ce que tu te projettes par rapport à ça, justement en future créatrice de projets, pourquoi pas d'entreprise ESS? Bah, c'est vrai que j'aimerais bien travailler dans l'ESS. Donc à Sciences Po, on a la chance d'avoir un master, enfin une école du management et de l'impact. Donc justement, qui prépare à ces nouveaux métiers-là où en fait l'entreprise, elle n'a pas que pour objectif de faire du profit, mais aussi d'essayer de résoudre un problème de bien commun, bien que les deux ne sont pas forcément incompatibles, évidemment. Et donc c'est pour ça que je commence aussi peut-être plus à m'intéresser à ces questions de gestion de patrimoine, parce que je me dis ça pourra me servir pour mettre de l'argent de côté pour mes futurs projets. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément une vision très longue sur les projets qu'on veut faire, on a peut-être moins tendance à penser à épargner à ces questions-là. Mais voilà, c'est quand même donc une question qui m'intéresse tout particulièrement, même si je ne sais pas exactement dans quoi je veux faire ça. Je sais que la question environnementale m'intéresse beaucoup, mais c'est difficile de se projeter aussitôt.
Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place justement de ton côté pour commencer en tant qu'étudiante investir de façon alignée avec tes valeurs, en prévision peut-être justement de ce futur projet en sortie de Sciences Po? Donc, j'ai commencé à avoir déjà un job étudiant à côté qui me prend pas énormément de temps, mais en tout cas qui me plaît beaucoup. C'est important quand même d'avoir un job qui est aligné avec ce qu'on aime. Et donc, bah, avec toi, Marion Germain. Donc, je sais que je laisse de côté une petite somme par mois, donc 50 euros, pour que j'investis donc seulement dans des choses qui me tiennent à cœur. Donc, enfin, on a défini des critères. Pour moi, c'était important d'investir dans des projets environnementaux, par exemple. Donc, c'est important pour moi de garder cet alignement avec les valeurs. Et donc, juste savoir que voilà, j'ai cette petite somme-là. Bah, en fait, mois après mois, ça va quand même finir par s'accumuler. Et au moins, je me laisse cette somme-là où je me dis, c'est pas grand-chose, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça va finir par voilà, enfin, prendre l'habitude au moins d'essayer d'épargner un peu chaque mois. C'est déjà bénéfique pour plus tard, quoi. Ok, hyper clair, merci beaucoup pour ça. Et dernière question, si tu avais un message à transmettre aux autres étudiantes et étudiants engagés de ton âge, à la fois qui se posent des questions sur le côté financier, parce que pour en voir beaucoup passer, c'est très à la mode, le côté ETF et autres, et qui sont aussi intéressés sur comment bien investir. J'avais un rendez-vous juste avant la conférence avec une étudiante en M2 sur le campus de Paris qui me disait qu'elle avait entendu parler des ETF, mais qu'elle, investir dans des grands groupes sans forcément savoir précisément où allait son argent, ça lui parlait pas du tout. Voilà, je digresse un petit peu sur la question, mais si tu avais un message à leur transmettre, qu'est-ce que ce serait? Effectivement, si on s'intéresse aux questions financières, et c'est super légitime parce que si on n'essaie pas d'apprendre par nous-mêmes à quelqu'un, enfin, quelqu'un décidera pour nous, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien de se renseigner de son côté. Je pense que c'est pas évident sur les questions financières de prendre simplement des sites et d'aller essayer de comprendre seul parce que c'est des termes souvent qui sont très compliqués avec des sigles voilà qu'on comprend pas toujours. Donc pas hésiter à demander de l'aide justement à aller voir des conseillers. Il y a plein de conseillers qui peuvent offrir sûrement des conseils gratuits pour les jeunes. Et aussi il y a pas mal de chaînes YouTube qui essaient de voilà vulgariser un petit peu, même s'il faut essayer de bien choisir ses sources quand même puisque il y a beaucoup aussi d'influenceurs qui peuvent dire vous serez riche en 2 mois. Et de toute façon, il faut savoir que si l'ambition est trop grande et si la promesse est trop grande, c'est souvent que ça cache quelque chose derrière ou des fausses informations. Mais voilà, aller sur les sites officiels, je pense, et puis pas hésiter à demander conseil autour de nous. Même si on parle à d'autres amis à nous, je suis sûre qu'à un moment, on va connaître quelqu'un ou rencontrer quelqu'un qui est un peu plus avancé sur ces questions et qui pourra nous renvoyer faire les sites adaptés. Super. Bah, merci infiniment Adèle pour ton témoignage. Et puis Merci beaucoup bravo à toi. pour ton engagement au sein du bureau du groupe ESS Sciences Po Alumni. Et je propose maintenant à Marie Almeras d'intervenir. Marie qui est cofondatrice et CEO de Melting Spots, qui est une foncière solidaire d'accompagnement et d'ancrage territorial qui marche plutôt très fort. Voilà, je te laisse dire quelques mots supplémentaires sur toi avant de passer aux questions, Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette réunion ce soir. Et merci Marion pour ton invitation. Merci Nicolas et Céline pour votre accueil également. Donc, je suis Marie, comme le disait Marion, je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle Melting Spot, qui développe des habitats partagés et solidaires pour des personnes réfugiées et des jeunes actifs ou étudiants français ou francophones, avec une promesse qui est celle de dire, on fait du logement à prix abordable parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de se loger, donc on pratique des loyers qui sont inférieurs de 20% au marché. On a un deuxième engagement dont j'ai parlé, qui est celui de la mixité sociale, avec voilà, des publics variés au sein d'espaces partagés. Et puis un troisième engagement, qui est un engagement effectivement territorial, de développer ces logements en cœur de métropole, parce qu'on aime beaucoup la campagne, mais on pense que c'est quand même voilà, plus facile, ou plutôt moins difficile de faire avancer son intégration sociale, son intégration économique, son intégration républicaine voilà, quand on est dans les cœurs des métropoles françaises. Donc voilà en quelques mots ce qu'on fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter
En quelques mots, le démarrage de Melting Spot, notamment toi au niveau de tes priorités personnelles à ton lancement, parce que d'un point de vue, tu étais salarié avant, un beau poste à la Croix-Rouge. Comment est-ce que tu as pris en compte justement ces priorités, ces enjeux aussi financiers au moment où tu t'es lancé pour lancer Melting Spot? Merci pour cette question. Oui, effectivement, comme Marion l'évoquait avant de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, j'étais effectivement à la Croix-Rouge française, directrice adjointe de la stratégie et de l'innovation, donc déjà assez proche, je dirais au contact quotidien voilà, de situations et de besoins sociaux absolument prégnants en France. Et ces années-là, elles m'ont donné l'envie de développer un projet d'entreprise qui répondent à un besoin social qui soit massif, primaire, majeur, urgent, indiscutable. La question du logement, évidemment, est pas étrangère à ça. De développer ce projet d'entreprise voilà, avec la volonté de développer un modèle économique associé à ça. C'est-à-dire, pour dire les choses très clairement, puisqu'on parle d'argent ce soir, un modèle économique lucratif. Pourquoi? Parce que ça me semblait absolument indispensable pour garantir le développement et la pérennité, la durabilité du projet que je voulais engager. Donc encore une fois, le logement, en tout cas, essayer d'adresser la question du logement répond à ça aussi, puisque c'est par nature un modèle lucratif dans lequel justement on va s'attacher à faire de la place dans ce modèle, dans cette surface économique pour pratiquer des loyers modérés et puis répondre à un certain nombre d'engagements environnementaux qu'on porte aussi. Et puis le dernier point qui est assez important aussi, qui était d'intervenir dans un marché, dans un secteur où le marché des capitaux est extrêmement vaste et profond. Donc avec des vraies perspectives de développement, de mobilisation de capital, de l'épargne pour des particuliers, de fonds voilà, d'euros, disons, issus d'entreprises également, de sorte à voilà, mettre toutes les chances de notre côté pour réussir ce projet d'entreprise. Et toi, est-ce qu'à titre personnel, à un moment, tu as vécu un moment de bascule où tu t'es dit, il faut que je me protège moi aussi en tant que fondatrice d'entreprise, financièrement parlant? Oui, alors même peut-être pour parler de avant de se lancer, c'est vrai, je m'en rends compte rétrospectivement parce que j'ai réfléchi à cette question, mais je ne l'avais pas formulée ainsi quand j'étais dans cette phase. Je pense que j'ai vraiment fait une étude des risques de l'entrepreneuriat de façon générale et des risques de l'entrepreneuriat à impact pour voir effectivement quel était mon niveau d'aversion à ces derniers et voilà, de sorte à me lancer finalement ou pas. Je pense qu'il y a trois risques. Il y a un risque dont on parle notamment ce soir, qui est un risque financier éventuel. On va peut-être décortiquer ça un petit peu après. Donc effectivement, je me suis posé la question de est-ce que c'est une catastrophe ou pas si au final en fait je me retrouve dans une situation où je pourrais pas me payer, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce que je fais? Bon, moi je suis arrivée à la conclusion de me dire a priori ça va, j'ai la chance d'avoir voilà, déjà un premier petit passé professionnel mais qui a quand même sa valeur, d'avoir suivi des études dans un endroit prestigieux. Je devrais pouvoir en fait m'en sortir et voilà, trouver des voies de passage par la suite. Donc, j'ai pas vécu voilà, ce risque financier vis-à-vis de ma situation personnelle de façon. Enfin, en tout cas, je me suis dit que j'étais OK et en capacité de prendre ce risque-là. Il y a un deuxième risque qui est en tout cas un coût possible, qui est un coût social de l'échec. Qu'est-ce qui se passe si je développe ce projet plein de bonnes intentions, qu'il échoue? Quel sera mon coût social? Comment le vivrai-je si cette situation advient? Et je suis aussi sans doute arrivée à la conclusion que je saurais en faire quelque chose de cet échec et ne pas justement le vivre comme voilà, comme quelque chose qui viendrait reléguer en fait voilà, un rapport aux autres. Et puis le dernier qui est beaucoup plus personnel et intrinsèque, qui est le coût psychologique de l'échec. Comment est-ce qu'on rebondit de ça si cette situation arrive et est-ce que je pense en tout cas que je serai en mesure de faire face à ça? Donc je dirais surtout que le premier, enfin pour me protéger finalement, ça a vraiment commencé par réfléchir au risque, réfléchir mon rapport à ces derniers avant de me lancer. Ensuite, une fois qu'on s'est lancé, effectivement, bon, bah, là, on y est. Et on fait face à un certain nombre de risques vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis aussi potentiellement de ses proches, de son conjoint. Quand on est par exemple marié sous la communauté des biens, ce qui est mon cas, bah, évidemment, on embarque un peu hein, les autres dans cette aventure, même s'ils n'ont pas totalement demandé. Et donc, effectivement, là, oui, après, une fois que c'est un peu lancé, j'ai fait attention à me protéger. Euh,
Là encore, il y a plusieurs choses. Euh, la première façon de se protéger, c'est d'essayer de développer une entreprise en alignant, je rejoins beaucoup ce que tu disais en début d'introduction, en alignant ses intérêts économiques personnels avec les intérêts économiques de l'entreprise et des investisseurs quand on en mobilise. C'est-à-dire de faire en sorte que si la boîte réussit, on réussit aussi personnellement d'un point de vue financier. On reparlera de rémunération, je crois, mais ça veut dire qu'effectivement, bah, tout de suite, il faut prévoir une rémunération pour des dirigeants. Il faut qu'elle soit comparable à celle que ces mêmes dirigeants auraient s'ils intervenaient ailleurs, dans une autre entreprise sur le marché de l'emploi. Et puis ensuite, l'autre leitmotiv, c'est effectivement, quand on est entrepreneur et dirigeant, on prend des risques. On prend des risques tous les jours, on prend des risques personnels. Mais il faut faire attention à prendre uniquement des risques dont on est capable d'assumer la responsabilité. Et donc, effectivement, bon, bah, parfois, ça veut dire qu'on ne fait pas des choses, mais ça me semble être la seule et unique solution possible pour que on soit capable quotidiennement de prendre des décisions qui sont des décisions éclairées et de pas piloter un projet et de piloter une entreprise, justement parce que la pression personnelle, le risque personnel qu'on vit, il est trop fort. Et pour dire les choses clairement, il nous fait faire des erreurs stratégiques, des erreurs d'analyse très fortes parce qu'on commence à mélanger un peu les choses. Et justement, sur ces erreurs, selon toi, de ton expérience personnelle, mais aussi de ce que tu as pu observer, parce que te connaissant un petit peu, tu as dû parler à énormément d'entrepreneurs, de fondateurs dans le milieu avant de te lancer, pendant et depuis. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu as pu observer chez les fondateurs et fondatrices ESS au début, au niveau du lancement justement de leur structure? Bon, sur un volet, on va dire business et de projet, je ne suis pas sûre que ce soit ta question, mais évidemment, on en voit plein et c'est toujours plus facile de regarder les autres que de prendre les décisions quand on est celle ou celui qui en a la responsabilité. Mais en tout cas, pour les questions liées au thème de ce soir, qui sont effectivement le rapport à l'argent, moi, j'en vois trois. Le premier, on vient un peu d'en parler, qui est de ne pas vraiment mettre fondamentalement dans le modèle sa propre rémunération, celle de ses associés. Et de se dire que c'est un peu du plus et de ne pas mettre ça en fait dans les fondamentaux du projet, dans les nécessités du projet, dans le BP du projet. Et si on ne l'écrit pas à un moment donné quelque part, on ne peut jamais se donner les moyens de justement être capable en l'occurrence, rémunérer correctement, par exemple, des dirigeants. Si c'est pas au BP, si on se dit que bon, bah, c'est pas très grave, au pire, je prends un exemple que je vois effectivement de temps en temps, un peu de conseils à côté pour tamponner le truc. Moi, je trouve que j'admire les gens qui le font. Moi, je le fais pas du tout parce que moi, j'ai envie d'être concentrée à 100% sur ce que je fais, alignée à 100%, c'est-à-dire que tout mon temps soit consacré au développement de mon entreprise et que cette entreprise soit capable de me rémunérer, de rétribuer le temps de travail et de création de valeur que je suscite. Donc, effectivement, prévoir une rémunération comme étant dans le modèle, c'est, je pense, la meilleure solution pour se donner les moyens que ceci, in fine, advienne. Le deuxième, qui est lié aussi, voilà, pour tirer le fil de la rémunération, une erreur que j'ai beaucoup vue, alors beaucoup plus dans l'associatif que dans l'entreprise à impact, c'est effectivement de prévoir déjà pour soi, dirigeant, effectivement des conditions de rémunération qui sont totalement décorrélées du marché, mais aussi de construire le modèle RH et de rémunération comme ça, de l'ensemble d'une association, de l'ensemble d'une entreprise. Et en fait, l'engagement, c'est quelque chose d'extrêmement noble, d'extrêmement sain, qui ne peut pas être in fine en fait associé à un montant en euros. Néanmoins, euh, c'est très difficile de faire passer un projet à une échelle extraordinaire et de demander des efforts à une équipe quand on la rémunère pas très bien et quand on demande des engagements qui sont factuellement extrêmement grands. Donc, j'ai vu beaucoup de dirigeants ou de porteurs de projets qui développaient plutôt leurs projets en élargissant assez fort une équipe où tout le monde, en gros, est mal payé. Nous, on a pris un modèle très, très différent, donc on est très, très peu. On est 5 en tout, mais tout le monde est dans des conditions de travail qui, je pense, sont totalement favorables. Et je trouve que, en tout cas, de mon expérience, ça marche très bien. Voilà, je dirais les deux erreurs, en tout cas qui me semblent constatées, liées aux questions de rémunération et d'argent dans l'entreprise.
Hyper complet. Merci beaucoup. Tu as en partie répondu du coup à ma question suivante qui était les outils mis en place pour sécuriser du coup toi, ta trajectoire aussi personnelle et puis tu as la question de la rémunération aussi dans la structure par rapport aux besoins du projet. Moi, j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais je pense qu'il est assez centrale quand on se lance. Comment est-ce que tu as défini toi ta propre rémunération? Est-ce que c'était par rapport à ta rémunération précédente, par rapport à tes besoins? Comment est-ce qu'on évalue finalement la rémunération juste, à la fois sur ce qu'on évoque en termes de sécurisation de sa propre situation, par rapport à l'envie, je pense aussi de... Alors on fait les choses par sens, mais il y a aussi une forme de priorisation pour durer. Comment est-ce que est-ce que tu as demandé conseil? Est-ce que tu t'es dit que tu allais rester sur le même niveau? Comment est-ce que tu as établi ça? Alors oui, je suis partie de l'existant, qui était une donnée, encore une fois, objective. Euh, enfin, la décision de ma rémunération, c'est une décision enfin, qui est prise en partage avec mon associé, donc qui est la personne avec qui je développe le projet et qui est cofondateur de cette entreprise et qui du coup a les mêmes, je dirais, intérêts et responsabilités économiques que moi dans l'affaire. Mais donc, du coup, effectivement, les choses se sont faites plutôt de ce point de vue-là. Après, bien sûr, un dirigeant d'entreprise, encore une fois, pas spécifiquement de l'impact, il a une rémunération fixe, il a une rémunération variable au résultat. Moi, je me la suis auto-créée parce que je pense que c'est une bonne façon de s'auto-incentiver voilà, avec la réussite, encore une fois, économique de l'entreprise. Je le disais tout à l'heure. Et puis ensuite, une fois qu'on fait ce qui était notre cas, une fois qu'on fait rentrer évidemment des actionnaires et des investisseurs extérieurs, c'est aussi une décision qui du coup est mise en partage avec les autres, voilà, les autres personnes et organisations autour de la table. Et c'est là que, pour reboucler avec le point précédent, c'est là que c'est très important de mettre le bon niveau d'ambition sur sa rémunération. Si bien sûr on arrive avec voilà, un salaire qui est déjà vraiment archi minimal en dessous de sa valeur réelle sur le marché, alors, bien sûr, les investisseurs ils vont être contents parce qu'ils vont voir un BP qui a des charges inférieures. Mais moi, je pense que c'est pas un bon calcul parce qu'in fine, je ne suis pas sûre que ça envoie le meilleur message en fait, vis-à-vis de ces parties prenantes. Et d'autre part, c'est peut-être un peu difficile à négocier au départ, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et plus personne, par la suite, ne vient remettre en question en fait, cette trajectoire et cette logique qui a été acceptée par tout le monde. Donc, je pense que c'est un gain qui est immédiat, mais qui est aussi futur. Donc voilà comment, en tout cas à l'égard de ma rémunération, les choses se sont passées. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, évidemment, un dirigeant enfin, en tout cas une personne qui a un mandat social. Désolée si j'explique des choses qui sont absolument évidentes pour tout le monde. C'est une personne qui n'a pas de contrat de travail et qui, enfin, une des conséquences de ça, c'est que c'est une personne qui ne cotise pas au chômage. Néanmoins, évidemment, le monde des assurances c'est assez bien organisé. Il y a très peu d'assureurs qui le font. Il y en a 4 en France qui proposent une assurance chômage pour des dirigeants. C'est très différent du chômage, du chômage France Travail, parce qu'effectivement, il faut que vous vous retrouviez dans un certain nombre de conditions et de situations économiques spécifiques pour que l'assureur dise, bah oui, effectivement, c'est pas de votre faute, la boîte est allée au tapis, on va vous soutenir pendant quelques mois. Voilà, du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en place un peu après, parce qu'il faut que, pour pouvoir y souscrire, il faut avoir quand même un peu d'antériorité et voilà, d'éléments de réassurance à présenter à ces assureurs, justement. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as mis en place après sur toi, ce qu'on a évoqué sur la question vraiment de la protection. Et sur tes différents investissements, placements, épargne, est-ce que justement, de ton côté, tu as mis en place des choses en adéquation avec les valeurs, peut-être en adéquation aussi avec ce que porte Melting Spot? Comment est-ce que tu t'y es prise? Est-ce que tu as dû faire à un moment des compromis aussi dans la situation pour te sécuriser sur certains aspects? Comment est-ce que tu as fait tes choix par rapport à ça? Euh, alors oui, j'ai tâché d'essayer d'être cohérente sur tous les aspects voilà, de ma vie et de mes activités et du coup d'essayer de voilà, faire en sorte que effectivement, les fonds dont je dispose soient au service de projets économiques qui sont porteurs d'utilité sociale et ou environnementale, si possible les deux. Ça prend du temps. C'est effectivement un mix et je crois que tu l'as extrêmement bien expliqué. En tout cas, pour ma part, c'est un mix de choix directs
parce qu'il y a des projets qui me plaisent, parce qu'il y a des entrepreneuses, des entrepreneurs que je suis et que j'ai envie de défendre. Donc, j'allais dire une forme de connaissance du fait de mes activités d'un certain nombre d'autres projets pour lesquels je suis prête à investir. Et puis ensuite, il y a effectivement aussi de l'investissement en direct, donc de l'investissement géré dans des produits structurés plus ou moins, enfin voilà, plus ou moins grand public et connus. L'assurance vie en fait partie, effectivement, comme tu l'as souligné, il y a un énorme travail qui a été fait par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. Je pense qu'il faut le reconnaître, qu'il faut l'encourager. Il y a des projets comme Goodvest, que vous connaissez peut-être, voilà, qui sont décarcassés de façon extraordinaire pour développer une assurance vie pleinement responsable et verte. Donc il y a des gens dans la finance aujourd'hui qui font bouger les lignes et je trouve que ça vaut pleinement le coup de les soutenir. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, Peut-être pour s'approcher de la fin, comme je vois que le temps tourne, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, peut-être Adèle dans quelques années, qui voudrait se lancer demain dans un projet d'économie sociale et solidaire et qui, tu l'as déjà un petit peu évoqué sur les gens qui font du conseil en parallèle aussi, notamment pour se lancer, qui hésiterait entre se donner à fond et où se protéger. Parce que parfois, on peut se dire que c'est pas forcément manichéen en termes de prise de décision, que certains peuvent se le permettre parce qu'ils peuvent avoir un filet de sécurité, des parents, des proches qui peuvent être là, ou un chômage aussi, hein, par exemple, après une rupture conventionnelle, d'autres risquent un petit peu plus. Toi, quel Précise que conseil ça a tu été mon donnerais sur... cas sur le Ok. chômage. Précise que ça a été mon cas, pardon. Bah, du coup, toi, comment est-ce que tu l'as abordé aujourd'hui? Est-ce que tu donnerais le même conseil à tout le monde, un conseil différent en fonction des situations différentes? Euh, je dirais que l'entrepreneuriat, a fortiori l'entrepreneuriat à impact, c'est au moins au démarrage, il faut qu'après ça s'améliore, mais c'est 95% de portes fermées. Donc, vous passez vos journées à présenter ce qui est au départ une idée, un concept, vaguement une équipe, et par nature, il y a énormément de portes fermées. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même une envie, une énergie qui est très forte. Donc, je dirais qu'évidemment, la majeure, c'est de se donner à fond en ayant fait ce travail avant d'analyse de ces valeurs préalablement et de son rapport au risque, pour être sûr Que tu qu'effectivement, évoquais on tout à ne pas dans l'heure. quelque chose qui est de toute façon voué à voilà, une complexité personnelle très forte et impossible à gérer. Mais une fois qu'on a fait ça, bon, bah là, il faut quand même se donner à fond. Ça veut dire qu'on a déjà pris quelques sécurités, qu'on s'est dit, bon, ok, si, les pires scénarios en fait se produisent, j'aurai des plans B à activer, à développer. Mais bon, voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là, oui, il faut se lancer à fond. Comme je le disais, moi, je ne suis pas très partisane, mais à titre personnel, je pense que le modèle inverse peut fonctionner, mais moi, je ne suis pas très partisane de se diluer. Je pense que développer une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Ça continuera de devenir compliqué parce que je ne crois pas que l'horizon s'éclaircisse dans les mois et années qui viennent. Donc en fait, il faut que l'énergie qui demeure limitée, quoi qu'on en dise, elle soit à 100% au bon endroit. Et donc je pense qu'il vaut mieux y aller à fond, peut-être sur une durée plus courte, et on arrivera à la conclusion que bon, on a essayé de lancer quelque chose, ça ne marche pas, plutôt que voilà, d'essayer de bricoler quelque chose qui mettra en fait l'entrepreneur et les autres dans une situation assez désagréable. Ok, merci, merci beaucoup. Je te souhaite évidemment encore de très longues et belles années au sein de Melting Spots. Mais est-ce que toi, tu as imaginé déjà une forme de transition, d'évolution, alors plutôt moyen, voire long terme hein, pour toi personnellement? Est-ce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas là, Melting Spots a déjà quelques années, est-ce qu'on envisage dès le début une forme de stratégie de transmission, de succession, d'évolution de rôle aussi? Parce que tu l'as un petit peu souligné dans la réponse précédente, être entrepreneur, c'est souvent du 100%. Quand c'est soft, c'est parfois plutôt du 200 ou du 300%. On se dit qu'on peut peut-être pas tenir ces phases d'intensité, euh, conjuguer ça sur du très long terme tout le temps. Il y a la question après justement de l'après. Tu l'évoquais aussi sur les cotisations. Tu parlais d'assurance chômage. Il y a la question de la retraite dont j'ai un petit peu parlé. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ces problématiques-là et déjà envisagé des choses ou pas? Alors effectivement, sur la retraite, oui, parce que de même, enfin, encore une fois, le constat est général, mais particulièrement
éloquent pour des personnes qui n'ont pas de contrat de travail. La retraite, et je pense que c'est aussi un élément d'anticipation des politiques publiques dans les 30 années qui viennent. Euh, la retraite sera beaucoup plus par capitalisation qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, hélas, il est de la responsabilité de chacun individuellement d'organiser sa retraite future. C'est un peu dissonant hein, cognitivement quand on a 30 ans de s'imaginer quelle est sa vie à 70 ans, mais il faut faire un peu cet effort-là. Et tu l'as démontré bien mieux que je ne saurais le faire. Sur la question de la suite et de la transmission, effectivement, il y a plein d'ambitions différentes quand on entreprend. Moi, la mienne, c'était pas de me dire je fais ça pendant 3 ans à fond on va se retrouver minoritaire et puis un fonds demain va placer une autre équipe dirigeante et en gros, j'aurais vendu. Évidemment, il faut penser, comme on dit dans le monde de l'investissement, l'equity story de son projet. Mais nous, on essaye de le faire en se disant plutôt qu'au contraire, on pourra conserver la maîtrise de notre outil de travail le plus longtemps possible. On fait appel aux capitaux, évidemment, on dilue notre poids capitalistique d'année en année, mais on essaye de développer un modèle voilà, où en fait on conservera la maîtrise de notre outil de travail pendant longtemps. Donc, je ne saurais encore me prononcer sur des scénarios de transmission ou de succession. Le rôle évoluera au gré de la taille, évidemment, de la structure. Je l'ai dit, on est assez petit aujourd'hui. Demain, évidemment, il y aura quand même la nécessité d'avoir une plus grande équipe, même si, je le redis aussi ici, nous, on fait un choix qui est de conserver une équipe qui est très petite en taille, qu'on considère être dans des bonnes conditions pour faire le travail qui est demandé. Je fuis vraiment le modèle de la Startup Nation qui augmente en fait sa masse salariale considérablement tous les mois. C'est beau et sympa et c'est une belle histoire qu'on raconte sur LinkedIn. Le jour où il y a des petits stress économiques et quand il y a 30 ou 40 personnes en fait, à payer en fin de mois et qu'on n'est pas certain de pouvoir le faire, bah, encore une fois, c'est se mettre pour moi hein, dans une situation, en fait, moi je ne suis pas capable d'assumer ce risque-là. Donc du coup, je le fais pas ainsi. Donc, euh, donc voilà, on part plutôt sur un modèle de développement raisonné au gré des années voilà, qu'un modèle de start-up qui scale un peu trop vite. J'espère en tout cas que le modèle te donnera amplement raison. Pour terminer, est-ce que je crois que tu avais une petite actualité à nous partager sur le projet justement Melting Spots? Oui, effectivement, on a parlé d'investissement responsable et je crois que c'était intéressant de vous partager l'information pour justement permettre à des citoyennes et des citoyens comme vous et moi d'investir avec nos moyens dans des projets qui sont des projets économiques, rentables, mais qui ont aussi voilà, une vertu sociale et environnementale. On s'est dit que ce serait quand même très chouette d'ouvrir Melting Spot à de l'investissement citoyen. Et donc, on vient de lancer une campagne sur l'ITA. Marion en parlait tout à l'heure aussi. C'est un opérateur du financement participatif qui est très établi en France. Et du coup, on lance une campagne qui, du coup, voilà, accueille tous les jours quelques dizaines, voire centaines de nouveaux investisseurs à partir de 100 euros. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de faire le lien avec ce qui avait été dit précédemment. Je vais vous mettre le lien si vous le souhaitez dans le chat. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage très riche et très complet. Voilà. Merci à toi et Adèle pour vos voix et pour vos partages et vos témoignages ce soir. Et je vous propose qu'on finisse et qu'on clôture du coup ce webinaire avant les questions si vous en avez sur penser une autre économie de soi et sortir du mythe du sacrifice en essayant voilà, de déconstruire une série de croyances moi, que j'ai pu beaucoup entendre, que vous avez peut-être internalisées parfois même sans s'en rendre compte. La première de ces croyances, c'est s'engager, c'est s'effacer. Euh, on se dit qu'en s'engageant, forcément, il faudrait moins penser à soi, que ça n'est pas compatible justement avec le fait de penser à son avenir, penser à sa sécurité, penser à son enrichissement personnel, comme si c'était encore une fois un gros mot. En réalité, moi, je pense qu'on ne peut pas prendre soin du collectif sans prendre soin de soi. Ça vaut pour tout. Là, on se parle finance ce soir, mais je pense que ça vaut absolument pour tous les domaines. Et plus on le partagera, plus on l'assumera, sans être dans une revendication
encore une fois, narcissique qui serait déplacé. Je pense que c'est extrêmement important aussi de pouvoir montrer d'autres modèles, de pouvoir partager d'autres façons de faire, de penser, d'investir, de se positionner par rapport au monde, et notamment par rapport au monde de l'investissement, pour faire sortir du tabou, pour décomplexer, pour déculpabiliser toute une génération, plusieurs générations même, tout un monde autour de l'ESS. Et je pense que le secteur ne fera que s'en porter mieux finalement, bien au-delà des croyances qu'on peut avoir en se disant que, encore une fois, l'individuel doit s'effacer au profit du collectif dans les milieux de l'ESS. La deuxième croyance, le deuxième mythe duquel j'aimerais qu'on se défasse, c'est que parler d'argent, c'est salir l'engagement. En réalité, et c'est extrêmement important, c'est pas l'argent qui affaiblit, c'est le silence. Comme encore une fois, malheureusement, dans beaucoup de domaines. Et à mon sens, l'intégrité des investissements qu'on va faire, de la stratégie patrimoniale, encore une fois, patrimoniale n'est pas un gros mot, qu'on va mettre en place, passe avant tout par la lucidité. Marie l'exprimait juste avant sur le rapport au risque qu'on était prêt à assumer ou pas. Ça vaut dans l'entrepreneuriat comme dans l'engagement financier, dans la construction patrimoniale de façon générale. Encore une fois, un investissement responsable, un investissement propre, un investissement aligné est tout à fait possible, qui plus est aujourd'hui avec énormément de solutions qui sont mises à disposition de chacune et chacun. Et parler d'engagement, c'est le contraire pour moi de salir l'engagement, c'est justement permettre un engagement renouvelé et permettre aussi à beaucoup d'autres gens de s'épanouir. J'en discute fréquemment avec notamment des personnes qui se lancent dans la vie active et qui me disent ne pas vraiment oser demander comment se situer par rapport au salaire moyen, en se disant que voilà, il y a une forme d'opacité extrêmement forte entretenue dans les entreprises de tous secteurs confondus sur les premiers salaires. Moi, j'encourage chacune et chacun à parler de son salaire, pas en revendication, évidemment, pas en mépris ou dans une mauvaise intention, mais vraiment pour libérer la parole là-dessus. Encore une fois, la plus grande des discriminations, à mon sens, des discriminations, c'est la difficulté d'accès à l'information. Donc, donnons accès à ces informations, partageons-les, assumons-les, justement pour construire ensemble une façon plus chouette, plus inclusive et aussi beaucoup plus solidaire de construction et d'engagement patrimonial. Et enfin, dernier point qui rejoint un petit peu les deux précédents, ce serait que le mythe est de réussir personnellement, c'est trahir collectivement. Moi, je pense qu'on inspire mieux, et je suis certaine que Adèle et Marie en sont des excellents exemples, on inspire mieux quand on tient dans la durée. Une réussite alignée, c'est pas une trahison, c'est une ressource pour les autres. Encore une fois, c'est une forme de rôle modèle dont on a besoin aujourd'hui dans le milieu de l'ESS. Et moi, je suis vraiment persuadée que c'est en quittant justement ces mythes qu'on pourra construire une vraie culture patrimoniale de l'engagement qui demande à éclore. On a des signes avant-coureurs, mais on a encore du mal aujourd'hui en France à justement encourager cette culture patrimoniale de l'engagement. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité à chacune et chacun de pouvoir la faire émerger. Enfin, pour terminer sur les quelques messages que j'aimerais idéalement que chacun garde et chacune en rentrant chez soi ce soir ou en fermant son ordinateur. Premièrement, c'est que penser ses finances, c'est pas un luxe, c'est un prolongement de son impact. Si on met la tête dans le sable, qu'on est en déni sur la question, qu'on se dit c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pour les riches, c'est pour ceux qui pensent différemment, c'est pour les gens qui sont éduqués de façon différente que moi, c'est une forme d'autocensure et on s'auto-saborde finalement aussi de façon durable, et on auto-saborde le milieu dans lequel on évolue. Par ailleurs, une autonomie choisie, ça permet de porter une mission avec pérennité, de transmettre ses valeurs, de choisir sa trajectoire et pourquoi pas de se donner aussi les moyens d'inspirer beaucoup plus de monde, puisque penser à soi, c'est aussi penser durablement aux autres. Moi, c'est ce qui, j'en suis persuadée, c'est ce qui va vous permettre de rester justement acteur, actrice aussi de votre trajectoire professionnelle et pas victime d'un simple vecteur, d'une forme de logique qui vous échapperait aussi, notamment dans un milieu qui est essentiel pour vous, parce que si vous êtes engagé, si vous êtes là, encore une fois, ça n'est pas par hasard. Et je pense que c'est rendre service à vos convictions et faire honneur finalement à ce qui vous a permis de vous engager, de vous donner les moyens de perdurer. Je vous remercie. Je vous propose maintenant qu'on passe à vos questions, vos réactions, si vous en avez. Je vais clôturer l'enregistrement et dernier petit message. Vous avez ici un QR code pour celles et ceux qui sont encore avec nous à 20h09. Je vous remercie pour votre temps et pour celles et ceux qui verraient aussi ce QR code en webinaire. Si vous souhaitez qu'on approfondisse les discussions, là on a parlé de beaucoup de choses, j'espère que ça vous a intéressé. L'objectif de la conférence c'était vraiment d'ouvrir une réflexion, d'élargir aussi le champ des possibles, de commencer à poser des bases, mais chaque situation est évidemment différente.
Si vous voulez aller plus loin, si vous le souhaitez, moi je vous propose une forme d'introspection patrimoniale individuelle. C'est évidemment gratuit, sans engagement, confidentiel, bienveillant pour faire le point vous sur votre trajectoire financière, vos projets, vos possibilités, vos outils. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez poursuivre au-delà des questions qu'on va partager ensemble collectivement juste après, à prendre directement rendez-vous avec moi sur le créneau de votre choix. On pourra poursuivre cette discussion voilà, de façon plus individualisée aussi. Je vous remercie et je prends vos questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup, Marion. Jean Minim avait un point sur lequel il souhaitait échanger.